Hello mes lapins, dans cet épisode je vous propose de découvrir un petit peu la vie de l'artiste, histoire de continuer à mieux situer et mieux comprendre son travail, ça peut toujours aider. Et puis surtout c'est un bon prétexte pour vous présenter tout du long certaines de ces superbes toiles que je ne vous avais pas encore montrées dans les précédentes vidéos, donc plaisir des yeux en plus. Gustave Moreau est né à Paris en 1826 au sein d'une famille bourgeoise. Son père, Louis Moreau, architecte, lui inculque une solide culture classique et l'encourage dans son envie de se former dans le domaine des arts graphiques. Le jeune garçon ne cesse de dessiner. Notez aussi que, chose plutôt rare à l'époque, il ne reçoit pas d'éducation religieuse, même si cela ne l'empêchera pas d'avoir un intérêt pour la chose qui ressortira fortement dans ses œuvres, puis plus tard dans sa vie personnelle. Et c'est sans doute cette éducation non religieuse qui lui aura d'ailleurs permis de créer avec plus de liberté, sans respect d'un dogme précis dans ses œuvres, lui permettant ainsi de nous créer ces œuvres syncrétiques très particulières qui sont très loin de l'impeinture religieuse classique. Après des études de cycle secondaire, Gustave Moreau part en 1841 pour un premier voyage en Italie, étape classique un peu pour tous les artistes et aspirants artistes de l'époque, qui leur permet ainsi d'admirer et de copier les classiques de l'Antiquité, de la Renaissance, mais aussi des primitifs italiens qui ont d'ailleurs beaucoup influencé Moreau. Moreau profitera de ce voyage pour remplir un carnet de dessins de paysages et de vues de paysans croqués sur le vif, carnet donné d'ailleurs par son père à l'occasion de ce voyage. Motivé à persévérer dans ce domaine, Gustave Moreau fréquente de 1844 à 1846 l'atelier parisien privé du peintre néoclassique François-Édouard Picot, que l'on a quelque peu oublié actuellement, qui était décorateur de monuments publics et d'églises de Paris, et puis peintre également, on l'a dit. Moreau y prépare le concours d'entrée à l'école royale des beaux-arts, et cet enseignement consiste en fait à travailler d'après modèle vivant le matin et à copier les œuvres classiques, les œuvres connues au musée des beaux-arts l'après-midi. Grâce à cela, Moreau sera admis en 1846 à l'école royale des beaux-arts. Cependant, il la quittera en 1849 après une seconde tentative d'obtenir le prix de Rome qui sera un échec. Alors le prix de Rome à l'époque, c'est vraiment la voie royale pour devenir peintre ou sculpteur, donc entendez par cela que pour avoir les compétences et la chance de faire partie des futurs sculpteurs et peintres qui comptent, si vous obtenez cette formation, ce prix en fait, vous obtenez une formation et du coup c'est un petit peu le must en fait, c'est un prix qui est organisé par l'Académie des Beaux-Arts et ce prix permet à des jeunes artistes, par la voie de ce concours justement, de parfaire leurs études à la Villa Médicis qui est le siège de l'Académie de France à Rome. Gustave Moreau, donc dépité par ces deux échecs, quitte alors l'institution et provisoirement le rêve d'une grande carrière académique. Cependant, il n'abandonne pas pour autant son désir de peindre, puisque de 1849 à 1850, il continue de se rendre régulièrement au musée du Louvre pour effectuer des copies des classiques, ce qui est d'ailleurs très classique pour un artiste de son époque. Et il réussira à avoir quelques commandes de l'administration des Beaux-Arts. Donc tout espoir n'est donc pas perdu pour lui. En 1851, on peut dire que c'est le début de la révélation pour Gustave Moreau et le tournant important de sa carrière. Il se lie d'amitié avec Théodore Chassériau, ancien élève d'Ingres. L'influence de Chassériau sur Moreau est absolument capitale. En effet, Chassériau est un peintre qui a su se libérer de l'académisme acquis lors de son enseignement, et cela libérera à son tour également Gustave Moreau, qui osera également se tourner vers un style plus personnel. On peut voir également l'influence de Chassériau dans le travail de Moreau, quand on sait que Théodore Chassériau était attiré par les mythes et légendes qu'il interprétait dans un vocabulaire orientalisant. Les contrées lointaines et exotiques fascinaient d'ailleurs les peintres de son temps, ça s'appelle l'orientalisme. Chassériau, lui, y ajoutait une dimension baudelairienne, exprimant la beauté au travers de ce qu'elle a de bizarre et de non conventionnel. D'ailleurs, le grand sujet de Chassériau était la femme, biblique ou mystérieuse, dont il renouvelait la beauté idéale en puisant dans le répertoire justement antiquisant et orientaliste, et ce sont des aspects que l'on retrouve sous une autre forme esthétique chez Gustave Moreau. Moreau louera d'ailleurs un atelier voisin de celui de Chassériau, avenue Frochot, près de la place Pigalle. Gustave Moreau devint alors vraiment féru de peinture d'histoire et va donc passer beaucoup de temps avec Chassériau qui l'aidera à perfectionner sa technique de dessin, et Gustave Moreau se libère alors lui aussi de cet académisme ambiant et peut donc finalement devenir ce peintre de génie absolument unique que nous connaissons maintenant. Cela lui vaudra d'ailleurs le début de la Reconnaissance, qui arrive rapidement puisque finalement en 1852, Moreau est admis pour la première fois au salon officiel.
Alors le salon, c'est the place to be pour être vu, pour vendre et se faire un nom. On fera peut-être une vidéo dessus un jour si vous le voulez. En tout cas, les parents de Gustave Moreau achètent à son nom une maison particulière au 14 rue de la Rochefoucauld. C'est l'atelier du peintre qui est aménagé au 2e et 3e étage. Et c'est surtout en fait cette maison qui est l'actuel musée Gustave Moreau. Et vraiment, c'est une pure merveille. Malheureusement, en 1856, son mentor et ami Théodore Chassériau meurt. D'ailleurs, Gustave Moreau, gravement atteint par ce décès, sublimera cette mort des années plus tard en faisant un hommage dans son tableau intitulé « Le jeune homme et la mort ». Le jeune homme, donc, sur cette toile, possède les traits sublimés de son ami et mentor Théodore Chassériau. Afin de quitter la morosité qui l'habite à présent, Moreau part pour un second séjour en Italie d'octobre 1857 à 1859. Il y exécute des copies d'après les maîtres, Michel-Ange, Véronèse, Raphaël, Corrège. On en reparlera plus en détail peut-être dans un autre épisode. Et après Rome, il se rend à Florence, Milan et Venise, où il découvre Carpaccio. Il se lie d'ailleurs d'amitié là-bas avec le jeune Edgar Degas, et cette amitié ne durera pas malheureusement dans le temps. Puis il revient à Paris, abreuvé de toutes ses œuvres, en septembre 1859. En 1864, il fait son retour au salon avec Oedipe et le Sphinx, acquis par le prince Napoléon, et il sera d'ailleurs invité à Compiègne par l'empereur Napoléon III en 1865. Le succès est donc présent, Moreau est un peintre dorénavant officiellement reconnu et coté. À partir de cette date, le succès continue, il sera notamment exposé à l'occasion de l'exposition universelle de Paris de 1878, puis il sera nommé chevalier de la Légion d'honneur, obtiendra la Légion d'honneur, puis sera officier de la Légion d'honneur, puis élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1888 et deviendra professeur à l'École des Beaux-Arts de 1892 à 1898. En 1895, il achève le chef-d'œuvre de sa vieillesse, Jupiter et Sémélé, qui pour moi, et ça n'engage que moi, est une autre de ses plus extraordinaires toiles, après les licornes et les chimères qu'on a vues ensemble dans mes précédentes vidéos. Cette même année de 1895, il fait transformer la maison familiale du 14 rue de la Rochefoucauld pour qu'elle devienne un musée après sa mort. Et ça, merci, parce que c'est vraiment un des plus beaux musées de Paris, entre le bâtiment, cet escalier incroyable, son atelier, les peintures et les travaux préparatoires de l'artiste qui vous y attendent pour vous régaler. D'ailleurs, il semble que Gustave Moreau ait toujours eu ce sujet en tête, ce sujet de la préservation de ses œuvres, puisqu'en 1862, encore inconnu, en tout cas peu connu, il note cette réflexion au bas d'un croquis. Ce soir, 24 décembre 1862, je pense à ma mort et au sort de mes pauvres petits travaux et de toutes ces compositions que je prends la peine de réunir. Séparées, elles périssent. Prises ensemble, elles donnent un peu l'idée de ce que j'étais comme artiste et du milieu dans lequel je me plaisais à rêver. Notez que c'était vraiment un coup de génie de l'artiste qui s'assure une postérité en créant lui-même son propre musée. C'est vraiment quelque chose d'important en fait. Donc Gustave Moreau, il meurt le 18 avril 1898, il est enterré au cimetière Montmartre, le legs est accepté par l'État en 1902, le musée Gustave Moreau ouvre ses portes en 1903, sa muséographie est restée quasi inchangée depuis. D'ailleurs, cela faisait partie des conditions de l'artiste concernant sa légation à l'État, puisqu'elles étaient les suivantes. Je lègue ma maison 6, 14 rue de la Rochefoucauld avec tout ce qu'elle contient, peinture, dessin, carton, etc., travail de 50 années, comme aussi ce que renferment dans ladite maison les anciens appartements occupés jadis par mon père et ma mère, à l'État. À cette condition expresse de garder toujours, ce serait mon vœu le plus cher, ou au moins aussi longtemps que possible, cette collection en lui conservant son caractère d'ensemble qui permet toujours de constater la somme de travail et l'effort de l'artiste pendant toute sa vie. Eh bien, merci à lui d'avoir pensé à ça, parce que très honnêtement, c'est un vrai plaisir d'avoir toutes ces œuvres qui sont, en tout cas une énorme partie de ces œuvres qui sont réunies, notamment ces travaux préparatoires. Vous pouvez aller dans ce musée et vous pouvez consulter de très très nombreux travaux préparatoires, et c'est quand même assez rare d'avoir un musée qui est aussi fourni sur un seul artiste, donc c'est vraiment quelque chose de très très important qu'il a fait pour la préservation de sa propre collection en fait.
Mes lapins, j'espère que cette courte biographie vous aura aidé à pouvoir continuer de mieux situer et de mieux appréhender le travail foisonnant de Gustave Moreau, mais aussi d'avoir pu découvrir des œuvres que je ne vous avais pas montrées jusqu'à présent parce qu'elles ne correspondaient pas forcément à la thématique le médiéval revisité, ou même si elles y correspondaient, eh bien, elles n'étaient pas présentes dans l'exposition, donc j'évite de montrer des œuvres qui ne sont pas dans les expositions pour ne pas vous frustrer si vous y allez après et que vous vous rendez compte que ces œuvres-là n'y sont pas. En tout cas, le mois prochain, on continuera avec un nouvel épisode, toujours sur Gustave Moreau, et plus précisément sur son style. Donc je vous dis à très vite mes lapins, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, c'est ce qui fait vivre ma chaîne, et puis d'ailleurs je réponds toujours aux commentaires, et à très vite pour la suite.